Le Congolais de France, de Danemark, puisse repartir dans son pays sans avoir de tracas. C'était de donner la chance aux jeunes de repartir au pays et de monter des entreprises. Les jeunes sont repartis au pays, ils ont monté des entreprises. Je les ai rencontrés lorsque j'étais à Kinshasa. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, merci. Parfait. Et je tenais également à vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. De même. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle TrogThink Media. Nous allons parler de la RD Congo, en général, des élections qui vont se dérouler prochainement, des candidats et de votre candidature. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Très bien, parfait. Bah, écoutez, je remercie déjà la chaîne TrogThink. Merci de m'avoir reçu et d'avoir accepté qu'on puisse passer un moment ensemble, un moment d'échange, comme dit le nom de la chaîne. Moi, c'est Monsieur Kazongo Bonze. Yannick Kazongo, ça fera plus simple. Donc, jeune homme, enfant du pays, congolais d'origine. Et ma présentation, elle est bref, diplômé d'une école de commerce, très actif dans le milieu rural, très actif dans le milieu associatif, très actif dans le milieu politique. Et très récemment, je me suis permis de repartir au pays, tout simplement pour tâter un peu la température et me projeter, pourquoi pas, pour des nouveaux projets. Très bien. Merci pour votre réponse. Alors, nous allons revenir sur les 5 dernières années. D'accord. Si on doit faire un bilan, que direz-vous de ces 5 ans? Très bonne question. Ces 5 ans aujourd'hui, enfin, les 5 dernières années, c'est difficile de donner un bilan. C'est difficile parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises choses. Moi, ce que je dirais, c'est que je dirais qu'on a un bilan d'effort. C'est-à-dire qu'il y a un bilan qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas donner vraiment une approximation, donner son avis. Mais s'il faut que je dise de ce que moi j'ai pu voir dans ces 5 dernières années, il y a eu des améliorations, mais il reste encore des axes où il faut qu'on s'y penche, qu'on essaie de travailler un peu plus. Donc on est dans un ballottage qui est par moments favorable et défavorable. Et des améliorations dans quel domaine que vous, personnellement, j'ai constaté quelque chose en étant allé au Congo. J'ai constaté que, je parle d'un voyage qui date de moins de 3 mois. J'ai constaté qu'au niveau des infrastructures déjà, dans un premier temps, il y a des artères un peu plus grandes. Il y a des grandes routes. C'est vrai que c'est pas encore structuré parce qu'on vient de très loin. Dans l'éducation, par exemple, le fait qu'il y ait la gratuité déjà la gratuité de l'enseignement, pour moi c'est quelque chose, c'est pas encore structuré. Il y a beaucoup de phrases que je vous dirais que c'est pas encore structuré puisque vraiment on est dans un tâtonnement et c'est un début de quelque chose, mais je salue l'effort en fait. Donc le fait qu'il y ait la gratuité de l'enseignement, le fait qu'il y ait déjà des routes plus ou moins qu'on essaye d'arranger, c'est déjà un bon début. Ça prouve qu'il y a de l'effort, il y a de la volonté. Et sur la démocratie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des progrès en termes de démocratie? Ça dépend si votre question touche sur le fait de faire une comparaison de régime, où vous parlez de la démocratie de manière globale, parce que c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut comparer les régimes tels que ça a été présenté, parce qu'on sort d'un régime avec notre ex-président, et aujourd'hui on entre dans un nouveau régime avec Monsieur Tshisekedi, notre président. Je vais dire que globalement, au niveau de la démocratie, on a fait un petit pas. Maintenant, de manière un peu plus appliquée, il y a encore du travail. Sur la corruption? Non, sur la corruption, aujourd'hui, c'est plus un problème de mentalité.
Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le pays fonctionne encore avec des rétrocommissions. Le pays fonctionne encore avec, on dira, une corruption généralisée. Il y a des choses qui sont normalisées. Néanmoins, ceux qui sont à la tête des institutions essayent de faire des efforts, mais on ne peut pas dire que c'est totalement acquis. D'accord. Alors, je voulais revenir sur la démocratie, justement. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais bénéficie de cette démocratie d'un point de vue économique ou social? Non, comme je vous ai dit dans un premier temps, c'est qu'on sortait déjà d'un régime qui était très fermé au niveau de la démocratie, parce que beaucoup, je vous donne d'abord par exemple d'un point de vue politique, c'est sans vous rappeler, puisque je pense que vous êtes au courant que la plupart des leaders politiques étaient contre les régimes, à l'époque du premier régime, celui de M. Kabila. On n'a pas pu, on s'exprimait pas autant. Il y a eu des répressions, il y a eu des marches, il y a eu des morts, il y a eu vraiment des moments très difficiles. Et nous, de la diaspora, je pense que si vous êtes de la diaspora ou si ceux qui me suivent sont de la diaspora, je pense qu'à un certain moment, on a tous été révoltés. On est tous partis marcher, on a tous fait des choses pour que les choses avancent. Mais aujourd'hui, je peux dire que par rapport à d'où on vient, il y a eu une évolution. D'abord au niveau politique, récemment encore j'ai vu que tous les candidats qui ont déposé leur candidature au niveau de la présidence ou au niveau de la députation ont pu avoir accès ou leur dossier a été accepté. C'est des choses qui n'existaient pas avant, qui existent aujourd'hui. Donc moi je salue ce côté. Maintenant du point de vue économique, on est encore très loin parce que le Congo produit 95% d'exportation, mais on bénéficie de 30%. C'est-à-dire que la production, elle est de 95%, mais les recettes, elles sont de 30%. C'est-à-dire qu'au niveau de la démocratie économique, on n'y est pas encore. Mais ça, c'est... les sources, vous pouvez toujours aller voir sur l'édition Jeune Afrique, avril 2022 ou 2022. Vous verrez que c'est un constat qu'on a une grande exportation, mais comme on a encore des accords qui ne sont pas, on n'est pas forcément autonome, on dépend encore de beaucoup de pays, des accords. On n'a pas encore cette liberté, même au niveau économique. Et les arrestations des journalistes? Les arrestations des journalistes, c'est un domaine de la justice qui est un peu plus compliqué. Vous faites allusion forcément à quelqu'un? Stanis Boujakera. Oui, j'ai entendu parler. C'est un domaine qui est assez très compliqué. C'est un domaine de la justice. Et je pense qu'il y a un procès qui est en cours. Et façon... Et la justice est indépendante selon vous? Pour moi, la justice est indépendante. Dans ce nouveau régime, la justice est indépendante. C'est pas pour faire les louanges du régime, mais j'estime que la justice poursuit son cours, et même dans ce procès, on attend de voir ce que la justice va dire. D'accord. En espérant qu'il n'y ait pas des mains derrière tout ça. Alors donc, le 20 décembre prochain, près de 40 millions de Congolais sont appelés aux urnes. Et il y a environ plus d'une vingtaine de candidats aux élections législatives. Législatives, provinciales, présidentielles. Présidentielles, pardon. Et en ce qui concerne les élections législatives, il y a encore plus de monde que ça, plus de candidats que ça. Ouais. Il y a un peu plus de 20 000 33 candidats. 000 exactement. 33 000 exactement. Merci de m'avoir corrigé. Pour 600 places. Pour 600 places, hein? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes affilié à un parti politique? Très bonne question. Dans un premier temps, je ne sais même pas à quelle caméra je vais répondre, mais je vous réponds à vous directement et à ceux qui nous suivent. Le scrutin international est un devoir de citoyen. C'est-à-dire que voter est un devoir de citoyen. Aujourd'hui, on est dans ce processus de démocratie. On est dans ce processus où aujourd'hui, on nous appelle aux urnes. Dans un premier temps, moi, je tenais déjà à vous montrer que, en tant que Congolais qui se respecte, j'ai ma carte d'électeur. Donc, je peux voter.
C'est déjà une très bonne chose et je conseille à tous ceux qui sont congolais ou même ceux qui sont de la diaspora. Je reviens sur, c'est pas anodin que je sorte cette carte, surtout pour la diaspora dans le sens où on a parlé de la démocratie du régime. Le régime en place a permis à ce que, même quand on est de la diaspora, qu'on puisse s'enrôler et pouvoir avoir une carte pour voter. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Je remets ma carte. Félicitations. Ah, merci. Donc, je reviens sur les candidats et sur la question que vous m'avez posée, c'est au niveau de... C'est plus au niveau, justement... Est-ce que vous êtes affilié à un parti politique? D'accord. Ouais. Je suis affilié au Parti du Peuple, c'est-à-dire le Parti populaire. C'est-à-dire je suis affilié à la volonté du peuple. Moi, aujourd'hui, je suis parti au Congo justement pour faire un état de lieu. Ça veut dire quoi la volonté du peuple? Ça veut dire quoi affilié au Parti populaire? La volonté du peuple. Pas de langue de bois. Non, il n'y a pas de langue de bois. Ouais. Jamais de langue de bois avec moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti au Congo tout simplement pour essayer d'avoir un peu, comment on dit, la température, mesurer la température, savoir où c'en était, qui fait quoi. On a parlé de corruption, on a parlé de liberté, on a parlé de démocratie. Et moi, je m'allie ou je fais des alliances avec des personnes ou des partis qui correspondent à mes valeurs, en fait. Et mes valeurs aujourd'hui, c'est contre la corruption, c'est la liberté d'expression. Et c'est quoi ces partis pour vous? J'ai fait une alliance avec plusieurs partis. C'est-à-dire que je suis rentré dans un conglomérat des partis qui est, on va dire, l'initiative, c'est au niveau du parti de la majorité qui est l'UDPS, mais qui a rassemblé tous les partis. Et nous étant ici en Europe, en France, on avait on va dire notre parti qui était le Parti socialiste congolais. Et en même temps, on travaille aussi avec des associations. On a rejoint cette plateforme tout simplement pour donner un peu plus de forme à nos projets. Donc, c'est-à-dire que vous voteriez pour Tshisekedi. Mais après, moi, je pense que dans les urnes, quand on rentre dans les urnes, on est tout seul au niveau des votes. C'est-à-dire que si le vote était populaire, on ne rentrerait pas dans une urne pour voter. Donc, le vote, c'est quelque chose de personnel. Mais je peux vous donner une tendance. Oui. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je peux vous donner une tendance. Aujourd'hui, il y a des candidats du peuple, dans un premier temps. Il y a des candidats émergents. Il y a des candidats, on va dire, qui sont autonomes. Le président Félix Antoine Tshisekedi, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, du peu que j'ai pu voir sur place et du peu que j'ai pu approcher de manière plus approfondie, il a fait ses preuves. Aujourd'hui, on a des candidats émergents tels que j'ai vu qu'il y avait une candidature, par exemple, du pasteur Ngalassi, qui est aussi que je trouve intéressant. Donc, comme je dis, c'est dans les urnes qu'on va décider de ce qu'on va faire. Que pensez-vous de la candidature du docteur Mukwege? D'abord, il ne faut pas oublier que cet homme, c'est le prix Nobel de la paix. Exactement. C'est le prix Nobel de la paix. C'est quelqu'un qui a eu à travailler pour le peuple, c'est-à-dire qu'avec ce qu'il savait faire, la reconstruction des femmes violées dans l'est du Congo n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de la politique politicienne, ce n'est pas intéressant. Il faut être dans ce qui est concret. Cet homme c'est quelqu'un qui a travaillé pour le Congo d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui est intelligent. Et par contre, en tant que dirigeant, il n'a pas encore fait ses preuves. D'où je parlais des candidats émergents. Donc, quand on va avec le docteur Mukwege, on peut aller vers l'inconnu ou on peut aller vers quelque chose, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais en tant qu'homme, en tant que personne qui a des valeurs, je trouve qu'il a fait ses preuves. Platon disait, c'est lui qui sait, c'est celui qui a les diplômes. Donc, celui qui sait, c'est celui qui a des diplômes. Et on sait que Dr Mukwege a des diplômes. D'accord. Pour vous, qui a la compétence pour diriger ces pays? La compétence pour diriger un pays, moi j'aime bien, en fait, pour moi, le pays doit être dirigé par des personnes qui ont des valeurs. C'est très important. Par des personnes qui ont des valeurs. Le diplôme, c'est de la connaissance.
C'est ce qui va permettre à quelqu'un d'être plus ou moins élevé dans la société en termes de connaissances. Mais la direction d'un pays dépend des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la connaissance et les valeurs vont ensemble. Lorsqu'on trouvera une personne qui soit adéquate au niveau de la connaissance, au niveau des valeurs, au niveau de la façon de conduire, parce qu'un leader détermine en fait la politique d'un pays. Dans ce monde aussi agressif, Oui. Qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, même dans la géopolitique, vous pensez que si seulement on a des valeurs, qu'on peut bien diriger un pays? Ah non, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, on a des pays qui ont été dirigés par des docteurs, par des licenciés, par des gradués, par des gens très intelligents, mais c'est des pays où, par exemple, le seuil de pauvreté est encore en dessous de la moyenne. Il y a des pays comme ça. Il y a des pays aussi qui ont été dirigés par des journalistes, par des comédiens. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple de l'Ukraine. Le président de l'Ukraine, c'était qui? C'était un comédien. C'est-à-dire qu'il donnait des spectacles, qu'il se donnait en spectacle. Oui, mais on peut être comédien et puis avoir fait des études, des grandes études. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, la compétence doit être accompagnée des valeurs, de la volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une case qu'il faut cocher forcément pour être un bon dirigeant. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas être dirigeant si on n'a pas la connaissance. Que pensez-vous de Matata Ponyo? Matata Ponyo, je pense de lui ce que pense tout le monde. C'est-à-dire pour moi, c'est un dirigeant qui a eu à diriger pendant une période où le pays était en décadence. Et aujourd'hui, moi, je ne l'accorde pas plus de crédit que ça, en fait. Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi a été un grand dirigeant dans le sens où j'ai connu Moïse Katumbi en tant que président du club du tout-puissant Mazembe. Mais n'oublions pas que Monsieur Moïse Katumbi était aussi gouverneur du Katanga avant que le Katanga soit divisé en 4. Oui. Donc, Moïse Katumbi a été dirigeant du Katanga. Mais aujourd'hui, quand on regarde par exemple les aéroports, que ce soit à Likasi, que ce soit dans les villes annexes du Katanga, on ne peut pas atterrir. C'est pour vous dire qu'avec le cuivre qui existe, le coltan qu'on peut trouver dans le Katanga, je finis juste sur Moïse, s'il vous plaît. Le Katanga n'a pas un aéroport ou à Likasi ou dans les autres provinces où on peut faire des échanges. Les avions sont encore des cercueils volants. Donc je pense qu'il a déjà fait ses preuves en tant que dirigeant. Après, je ne sais pas si au niveau du Congo, il va se hisser au niveau de la direction d'un pays. Rex Kazadi, très bonne question. J'appuie la candidature de Rex Kazadi, tout simplement parce que pour moi, c'est un jeune comme moi, comme vous et moi. C'est un courageux comme vous et moi. C'est un combattant. C'est un combattant de la liberté. C'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Et moi, j'ai suivi sa lutte depuis qu'il était très jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se présente en tant que candidat président de la République parce que c'est un enfant du pays. C'est louable. Donc, il n'a pas encore fait ses preuves en tant que dirigeant. Mais bon, comme on a dit, allons-y. Martin Fayoulou, pour clôturer, on ne va pas citer tous les 24. Monsieur Martin Fayoulou. Bon, moi je pense que dans une candidature, il faut une cohérence. Monsieur Martin Fayoulou, l'année dernière, nous a fait comprendre, l'année dernière, ces 5 dernières années, nous a fait comprendre qu'il était le président élu d'office. Mais il nous a fait comprendre ça pendant 5 ans. Il a été dans l'opposition pendant 5 ans. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, que malgré le fait que lui s'était autoproclamé vainqueur, aujourd'hui, il revient en tant que candidat. C'est arrivé avec Tshisekedi, père. Non, mais là, on est sur Martin Fayoulou. Oui. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. Mais à partir du moment... je trouve qu'en tant qu'homme politique, il faut être quelqu'un de parole. Lorsqu'on dit des choses, on peut mourir pour ses valeurs, en fait. Donc pour moi, aujourd'hui, si je dis A, demain je dis B, je suis plus cohérent. Et moi, je préfère des leaders qui aujourd'hui va ramener notre pays à un niveau avec des valeurs, comme on a dit tout à l'heure, avec cette cohérence dans tout, dans la gestion, dans ce qu'on peut faire. D'accord. Vous êtes dans un navire en temps de tempête. Préfériez-vous que votre navire soit commandé par un vieux capitaine sans diplôme mais qui a toujours navigué, ou un jeune fraîchement sorti de l'école navale avec tous ses diplômes, mais qui n'a jamais navigué? On est dans une tempête. Oui. En temps normal, j'aurais donné la chance aux jeunes, mais dans une tempête, je préfère donner la chance à l'expérience.
Parce que l'expérience va permettre à ce vieux capitaine, même s'il a ses appareils électroniques qui s'éteignent, à savoir regarder une boussole, par exemple. Donc non, je donnerai la chance au vieux capitaine, bien sûr. J'allais demander, quand on regarde, on en a discuté dernièrement, les votes au Congo, c'est en général tribalo-ethnique. Oui. Et quand vous regardez les peuples congolais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils ont des bons yeux, des bonnes oreilles pour aller aux urnes? Bon, il n'y a pas un peuple qui a des bons yeux. Est-ce qu'ils sont lucides? Non, je pense que, comme on dit, comme dit le vieux dicton, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, je pense que le peuple congolais a juste besoin aujourd'hui de subvenir à ses besoins. Je pense que le Congolais ménager ou le Congolais a juste besoin aujourd'hui que ses enfants aillent à l'école, qu'il ait une route sur laquelle passer, qu'il n'y ait plus de corruption. Donc je pense que le Congolais en a marre en fait. Le Congolais est fatigué. Et quand bien même il y a besoin de lucidité pour voter, aujourd'hui on dira qu'on fera des votes par défaut parce qu'il faut trouver des solutions à la situation actuelle du pays. Et des votes par défaut, font que on a des politiques qu'on mérite. On est dans un processus de démocratie. On est dans un processus où on donne la parole à tout le monde, où tout le monde a l'opportunité aujourd'hui de se vanter, de dire qu'il vient pour le changement. Alors laissons la chance à ces personnes qui nous apportent un projet concret, un projet qui peut aider le peuple congolais à ce que le PIB puisse remonter, à ce que les personnes puissent manger à leur faim. Déjà dans un premier temps, commençons par là en fait. Revenons sur votre candidature. Quelles sont vos motivations? Aujourd'hui, à la base, on était parti pour une candidature en tant que député provincial et député régional. Mais lorsqu'on est allé sur place, on a observé, on a trouvé qu'il était trop tôt. On a trouvé que c'était trop tôt pour nous en tout cas pour moi personnellement. Donc dans notre parti, on a légué la candidature à la députation à 4 personnes qui eux sont on va dire des locaux, parce que ils ont cette approche géopolitique. Et moi personnellement, je me suis laissé encore 2 ou 3 ans ou 4 ans pour bien comprendre le fonctionnement, pour ne pas venir comme tous ceux de la diaspora qui viennent. Mais par contre, je me lance dans les actions et je soutiens les candidats. Et quelles actions vous faites par exemple? Par exemple, là, au mois de décembre, on est descendu à Kinshasa, très précisément au Pullman Hotel. On a organisé un forum sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avec Adafox, qui est une entreprise basée ici, d'ailleurs que je passe mes salutations à Jolie Serioli si elle me suit dans ce petit extrait. Donc on avait un fonds avec de l'argent. On est parti à Kinshasa pour subvenir et soutenir des projets d'entrepreneuriat, des jeunes talentueux, des jeunes qui ont des projets. Et donc on a fait ce forum. Et dans ce forum-là, on a regroupé chefs d'entreprise, on a regroupé membres de la diaspora, on a regroupé le jeune qui avait des projets, on les a mis ensemble, on a essayé d'écouter leurs projets et parmi ces projets, on a sélectionné des projets qu'on va soutenir financièrement. Quel regard portez-vous sur tous pour toute cette diaspora descendue au Congo pour être député et pour tous ces gens-là qui se sont déclarés candidats aux élections législatives au Congo? Tous ces mondes-là, quel regard portez-vous? On est enfant du pays, c'est pour ça que je suis fier d'arborer ma carte d'électeur. On est enfant du pays, le pays nous appartient tous, il vous appartient à vous, il vous appartient aux Congolais du Danemark, aux Congolais de la France, de la Belgique. La diaspora, en fait, c'est le Congo. En fait, enfant du pays, on peut faire autre chose. Non, faire autre chose, oui, mais dans quelles conditions et dans quel monde? En fait, ceux qui vont en politique, je ne sais pas, je ne connais pas la motivation de chacun. Moi, quand je suis venu
dans ce milieu-là, ma motivation n'était pas financière. Parce que tout simplement, j'ai déjà eu à le dire dans des autres émissions, en Europe, ou ceux qui me suivent d'ailleurs, savent qu'on a quand même des situations qui nous permettent de survivre. Donc, quand on y va aussi, c'est pour apporter une valeur ajoutée, c'est pour apporter notre soutien, notre connaissance. Et parce que ce que vous avez l'impression aujourd'hui qui n'a pas de valeur, sachez-le qu'en Afrique aujourd'hui, on est encore à l'état primitif du développement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que oui, aujourd'hui, moi je suis en Europe, j'ai des ordinateurs, vous avez des très beaux appareils, mais tout le monde n'a pas accès à cette technologie, par exemple. Donc, l'apport de la diaspora dans toutes les politiques, dans tous les pays, c'est toujours un apport matériel, un apport politique, un apport physique, un apport où on peut aujourd'hui, à travers nos actions, pas forcément que de la politique, à travers nos actions, amener un nouveau regard en fait sur le pays. C'est plus dans ce sens-là. Maintenant, ceux qui y vont pour faire de l'argent, c'est comme dans toute chose. Il y en a qui vont avec des bonnes intentions, il y en a qui vont avec des mauvaises intentions. Mais de toute façon, dans tous les cas, ça se voit au bout d'un moment. Donc, moi, je conseille aux enfants du pays, ceux qui travaillent, ceux qui sont en Europe, si vous avez la possibilité de vous présenter en tant que candidat, si vous avez la possibilité de ramener quelque chose au Congo en tant qu'actionnaire politique, en tant qu'actionnaire actionnaire économique, n'hésitez pas, c'est votre pays. Il n'appartient pas qu'aux Kinois, il appartient à tout le monde. D'accord. J'allais poser une question personnelle. Êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'écart des revenus entre un député qui touche environ 21 000 dollars et un professeur, par exemple, qui doit toucher dans les 150? Mais c'est... Je pourrais même me permettre de rajouter dans un pays où le citoyen ne mange pas forcément à sa faim, en fait. Oui, dans un pays où le citoyen lambda est à 1,90 € de revenus, dans un pays où certains à la fin du mois touchent 100 $, certains à la fin du mois touchent 6 000 $, on sent que moyennant, si on fait un calcul de moyenne ou de proportion, on n'est pas du tout dans les valeurs dans les valeurs exactes. En fait, justement, il n'y a pas de classe moyenne. C'est soit on a, soit on n'a pas. Mais ça, c'est un problème aussi économique et politique. Un député qui touche, supposons, 18 000. J'ai vu une vidéo récemment d'un député qui faisait un discours auprès de sa base. Je crois qu'il disait que vous avez pensé que je touchais 21 000. C'est faux. Mais au fait, je touche 17 000 ou il a dit quelque chose comme ça. Donc, dans la réalité de cet homme, il pensait que le fait de leur dire qu'il ne touche pas 21 000 et qu'il touche 17 000, c'était quelque chose de louable. C'est pour vous dire que d'abord, il faut attaquer le problème à sa racine. La mentalité du Congolais, du Kinois, en général, doit changer. Tout le monde doit se battre pour l'effort. L'effort, c'est-à-dire aujourd'hui, même si je suis député, même si je suis ministre, je dois comprendre que la route que je prends tous les jours, s'il y a des trous, il faut qu'on trouve une solution. Je ne peux pas, moi, gagner 17 000 alors que je sais qu'un professeur touche 100 €. Non, il faut repartir les biens de façon légale. Mais si on revient à ça, on va parler aussi de la Constitution. Parce que c'est les lois qui régissent notre pays. C'est la Constitution qui permet tout cela, en fait. Donc, le problème de la politique, c'est pour ça que je reviens à la question pourquoi tout le monde va en politique. Le problème de la politique, que si on a des bons dirigeants, on aura une bonne qualité de dirigeants, on aura une bonne qualité de peuple, on aura une bonne qualité, une bonne façon de réfléchir aussi. Donc, c'est vraiment un problème global qu'il faut attaquer à la tête pour que cela puisse avoir un impact sur le petit peuple. Je n'ai pas cerné la réponse. C'est quoi votre avis réellement de cet écart des revenus? Non, mais en fait, dans ma réponse, normalement, je donne la sous-réponse. Je ne suis pas d'accord. D'accord.
Je ne suis pas d'accord et non, je ne partage pas cette envie ni cette motivation première de gagner un peu plus. Enfin, non, c'est pas ça qui... si on va en politique pour faire de l'argent, si on va en politique pour s'enrichir, c'est-à-dire qu'on n'a pas les bonnes motivations. Voilà. Si on va en politique, c'est pour aider son peuple, c'est pour apporter un plus. Parlons des élections. Oui. Que pensez-vous de tout cet argent dépensé pour organiser les élections? Ok. Je veux vous dire le montant exact. On a un déficit au niveau de... Il y a un déficit au niveau de la préparation des élections de 300 millions d'euros. 300 millions de dollars, puisque c'est en dollars. Les élections, il faut savoir que ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'il faut recenser du monde. Moi, je suis pas économiste ou je ne suis pas dans les calculs. Je ne travaille pas à la CENI pour vous donner le chiffre exact. Mais le fait que le processus suive son cours, je trouve que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ou qu'on fasse? Si, comme on dit, la fin justifie les moyens. J'attendrai la fin du processus pour savoir si l'argent qu'on a dépensé, parce qu'il y aura une audite au compte aussi, si l'argent qui a été demandé correspond au travail qui a été accompli. Voilà, c'est la réponse que je peux donner. Mais je sais que le président, je sais que récemment, ils ont parlé d'un déficit de 300 millions de dollars. Ça reste à voir. On va voir ce que ça va donner. Si le pays a les moyens ou peut sortir tout cet argent. Non, on sait que le pays n'a pas tous ces moyens. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Non, après, pour les élections, on ne peut pas dire que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Parce qu'on est dans un processus de démocratie où on essaye de bien faire les choses. On essaye d'aller dans un scrutin universel. Il y a 5 ans, on parlait de glissement. On est bien d'accord. Il y a 5 ans, on parlait de glissement, on parlait de modification de la Constitution. Mais aujourd'hui, on parle d'un processus électoral. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur une autre façon de faire cette démocratie au lieu de dépenser 600 millions dans un pays qui est 179e pays le plus pauvre sur 191? Oui. Dépenser 600 millions pour organiser des élections. On a dépensé 600 millions récemment, il y a 5 ans, alors qu'on aurait pu faire quelque chose avec tout cet argent. Aujourd'hui encore, on va dépenser. Déjà, quand on regarde le changement, oui, la démocratie en question, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu quelques évolutions. Est-ce que juste pour ces toutes petites évolutions-là, et que ça nous coûte 600 millions, c'est normal? Non, mais moi, je vous retorque la question. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, c'est une question de volonté. Il faut aimer son pays. Il faut que la motivation première, lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on est aux affaires, que ça soit le bien-être du peuple. Et moi, je me positionne pour le peuple. Et lorsqu'on se positionne pour le peuple, on est en mesure de prendre des décisions. Mais là où encore il y a un hic, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, la politique régit beaucoup de choses. On est régi par une constitution, on est régi par un parlement qui vote des lois. Ces montants dont vous sortez est voté par le parlement. Non, donc, mais je suis d'accord. Maintenant, si c'est mon avis personnel, il faut tout refaire. C'est-à-dire qu'à la base, il faut réfléchir différemment. Il faut que peut-être le Congolais soit adapté aux Congolais. Il faut que la conjoncture soit adaptée à la politique. Il faut que nos lois soient adaptées à ce que nous vivons. Il faut que notre gouvernement, notre parlement soit le reflet. Heureusement pour vous, vous vous êtes retiré. Moi, je vous connaissais candidat. Aujourd'hui, vous êtes retiré. Non, je ne me suis pas retiré. Pas retiré, mais vous soutenez quand même d'autres candidats. Exactement. Le temps pour vous. Imaginons, on dépense d'un côté 600 millions d'euros. Oui. Et de l'autre côté, on a 20 000 candidats. Est-ce que vous pensez que vous, par exemple, que vous soyez élu, je ne parle pas de vous personnellement, oui, je parle des autres candidats, oui, qu'une personne X ou Y soit élue, ça changerait quelque chose. Mais vraiment, quand on regarde les Congos en profondeur, ça changerait quelque chose dans la vie des Congolais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoutez, dans le rapport de force, dans un rapport de force, on n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'être fort. Dans un rapport de force, il y a un faible, il y a une personne qui est forte.
Mais là où l'intelligence, là où on doit pousser plus notre réflexion, c'est que si personne ne fait, qui le fera? Si personne n'agit, qui agira? Il y a toujours un début à tout. C'est-à-dire que lorsque on a un candidat de qualité, lorsqu'on a un homme avec de valeurs, tout à l'heure vous m'avez parlé des valeurs chrétiennes et autres, c'est-à-dire lorsqu'on a une personne qui a un regard sur le peuple et sur la population. Vous savez, je vous coupe la parole, oui. C'est aussi c'est le principe de l'émission. Des proches disaient, si les élections servaient à quelque chose, on les aurait interdites. Oui, ça c'est vos proches à vous qui vous ont dit ça? Non, des proches. Si les élections servaient à quelque chose, on les aurait interdites. Non, ouais. Non, la démocratie, c'est pour le peuple et par le peuple. On ne peut pas vivre sans démocratie. On ne peut pas vivre sans élection. On ne peut pas vivre sans scrutin. Même dans un village, il y a un chef coutumier. Donc, même qui n'a pas été élu. Il n'a pas été élu, mais même dans un village, il y a un chef. Oui. Il y a un chef qui est choisi. Et lorsqu'il fait n'importe quoi, il y a un conseil pour le destituer. Donc, c'est pour vous dire que dans toutes les sociétés, on a besoin d'une réglementation. Et aujourd'hui, peut-être la nôtre, elle n'est pas encore au point. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Le but, c'est que nous puissions arriver à un niveau où on pourra avoir notre propre façon de fonctionner. Mais ça commence quelque part, en fait. Mais jusque-là, il n'y a même pas un embryon là, de réflexion il y a eu combien sur la France, pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y a eu combien de temps? Quand De Gaulle a lancé son appel à Brazzaville, il y a eu combien de temps qui s'est passé? Exactement, c'est la raison pour laquelle des panafricains disent on ne doit pas toujours continuer à réfléchir ou à penser développement. Mais le panafricanisme, le panafricanisme est un mouvement. Oui. Comme il y en a d'autres, il y a beaucoup de courants. Mais c'est tout ça qui fait le fonctionnement ou l'évolution. Vous, en tant que chrétien, oui. Qui a inventé la politique? C'est Dieu ou c'est les diables? Ah, ce qui a inventé la politique, Dieu ou le diable, ni l'un ni l'autre. En fait, la politique est une affaire d'homme. La politique est une affaire d'homme. Dieu a une position qui est spirituelle et l'homme a une position qui est terrestre. Un pouvoir céleste n'est pas comparable à un pouvoir terrestre. Donc là, c'est une autre dimension des choses. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la politique, c'est les hommes qui font les lois, c'est les hommes qui votent les lois, c'est les hommes qui prennent des décisions, en fait. Donc pour moi, en fait, la politique est une affaire d'homme. Et lorsque c'est une affaire d'homme, l'homme n'est pas parfait, l'homme est imparfait. Et dans cette imperfection, on est toujours dans ce processus. Je me demandais, on a vu en France les jeunes s'enrôler dans l'armée, dans la police, après les attentats de Bataclan. Mais chez nous, les jeunes, les gens veulent tous faire de la politique. Ok. Le modèle de notre société, c'est quoi? Aujourd'hui au Congo, c'est quoi le modèle de la société? Aujourd'hui, je veux juste vous poser à vous, le journaliste, une question. Non, c'est pas les... D'accord, mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que le pays est le reflet aussi de sa société. On est dans un pays où on n'a pas forcément des modèles qui nous donnent envie d'espérer. C'est pour ça que la nouvelle génération n'a pas un appui sur qui se reposer, si ce n'est regarder ailleurs ce qui se fait ailleurs. On a eu des panafricanistes, on a eu des leaders comme Patrice Emery Lumumba, on a eu des leaders comme les Tshombe, on a eu tous ces gens qui ont eu à faire des choses pour le Congo. Mais aujourd'hui, le jeune qui est né en 2000, il tourne son regard vers quoi? Qu'est-ce qui domine au Congo? Aujourd'hui, ce qui domine au Congo, c'est la culture, c'est la musique, c'est la danse. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Est-ce qu'on devrait interdire le concert des Fally? Non, je pense qu'à un moment, le sitting c'était important. Oui. Je pense qu'il y a eu un moment où il fallait que tout soit stoppé pour permettre aux gens d'avoir un regard sur ce qui se passait au pays. Et interdire le concert, je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit, mais je pense que plutôt faire appel à la conscience des autres, des uns et des autres, c'est très important. Aujourd'hui, la diaspora congolaise dont je fais partie aujourd'hui a plus de conscience peut-être que celle qui était avant nous. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps de nous instruire, on a eu le temps d'apprendre,
On a eu le temps d'entendre, vous me parlez tout à l'heure de Rex Kazadi, oui. On a eu le temps de voir toutes ces personnes faire des sittings, parler du Congo. D'ailleurs, il y a des marches qui sont organisées de part et d'autre. C'est-à-dire que même les enfants qui sont nés en France, on leur a rappelé. Mais sauf que dans des marches là, c'est difficile de réunir plus des, je sais pas, quelques milliers des Congolais, quoi. Le combat est encore, on est encore loin de la victoire. Mais il faut toujours un début. Et on est encore loin de la victoire. On se bat justement. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi on est aussi loin de la victoire? Parce que le pays, ça fait des années que le pays a connu une forme de destruction au niveau de mentalité, au niveau économique, au niveau financier. Et on est en pleine reconstruction et on n'est pas encore arrivé à l'apogée de ce qu'on peut faire. Mais on a du potentiel, donc j'y crois fortement. Doit-on continuer à danser dans un pays en guerre? Devrez-vous continuer à travailler dans un pays en guerre? Devrez-vous continuer à sortir avec votre famille, aller manger au restaurant dans un pays qui est en guerre? Donc ce que je veux dire par là, il y a quelqu'un qui a dit que la musique, oui, certes, ça peut être, la culture peut être même l'opium du peuple. Mais l'idée est de savoir mettre son cursus sur les vrais combats. Vous savez qu'en économie, on explique que le développement d'un pays est intrinsèquement lié à l'attitude de ces peuples, donc de la culture. Oui. Et en parlant de la culture, vous avez dit tout à l'heure que la culture au Congo, c'est que la musique. Pas que la musique, mais la musique est prédominante. Oui, en majorité. Donc, si les gens ne pensent que à danser, à chanter, à danser, à sortir, est-ce qu'on peut ramener les Congos vers le développement? Non, mais après, moi ce que j'ai envie de dire par là, c'est que il faut pas résumer. C'est-à-dire, il faut pas faire des raccourcis. Faut pas résumer la jeunesse congolaise à la jeunesse que vous allez retrouver en train de danser. Moi, je suis parti au Congo. J'ai vu des jeunes en n'ayant rien, en n'étant rien, mais qui se battent tous les jours, qui construisent, qui font des actions, qui aujourd'hui on parle même des artisans qui se lèvent le matin avec des fils de fer, mais qui te fait des monuments. C'est-à-dire que le potentiel intrinsèque existe bel et bien. Mais il ne faut pas que ce qui est prédominant, par exemple comme la musique, comme l'image qu'on renvoie, puisse être la réponse aux autres en disant que notre jeunesse, ce n'est que ça. Non, dans notre jeunesse, il y a des ingénieurs, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent dur, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui sont là vraiment pour apporter une valeur ajoutée. Mais seulement, le fait que le mal a pris le dessus, le fait qu'on a donné cette impression à tout le monde, donc ça nous renvoie vers un monde où on se dit que le Congolais c'est que la musique. Non, le Congolais c'est pas que ça. Mais par contre, pour répondre à la question de savoir si on doit danser lorsque notre pays est en deuil, non. Mais c'est dans la liberté de tous, c'est dans la liberté de chacun de savoir est-ce que moi je devrais danser lorsque mon pays est en deuil? Est-ce que moi je devrais aller dans un concert lorsque mon pays est en deuil? Chacun a le choix. Cette liberté-là, on ne doit pas l'exclure, mais on doit réveiller les consciences, dire aux personnes que voilà la situation, à vous de prendre des bonnes décisions. Mais interdire, non. Mais laisser libre la conscience des gens. Vous, personnellement, vous seriez parti au concert de Fally? Ben, ça dépend. Moi, non, on parle de votre liberté. Non, moi, dans ma liberté, je suis pas parti. Oui. Mais je suis pas parti pour les raisons que je viens d'évoquer. D'accord. Je suis pas parti parce que je travaille, je suis occupé et peut-être c'est pas mon milieu, c'est pas mon domaine. Mais je n'en veux pas celui qui est parti. Celui qui est parti, il est dans son droit. C'est son choix d'aller, de passer du temps. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que par là, il faut qu'on ait la même conscience lorsque on s'amuse. Il faut qu'on ait la même conscience lorsqu'on veut apporter quelque chose dans notre pays. Comme je dirais, par exemple, moi, de manière très libre, à quelqu'un qui est parti au concert, je lui dirais, est-ce que lorsqu'il y a une marche, par exemple, pour le Congo, on pourra mobiliser 40 000 personnes?
C'est ça la question. Maintenant, si on ne peut pas mobiliser 40 000 personnes pour une marche, mais qu'on peut mobiliser 40 000 personnes pour un concert, on doit pousser notre réflexion à savoir pourquoi ne pas échanger, s'associer à ces personnes-là. Est-ce que c'est parce que les Congolais sont des cons? Non, personne. On ne peut pas dire ça. On peut jamais dire ça parce qu'il y a des Congolais qui ont fait des grandes choses. Il y a des Congolais qui font de très grandes choses. C'est des cas particuliers. Non, c'est des cas particuliers, mais méprenez-vous. Il y a des Congolais qui accomplissent des... Moi, je suis parti au Congo, j'étais abasourdi par ce que j'ai vu. Il y a des personnes qui apportent vraiment des valeurs ajoutées au pays. Et même ici, sur place, il y a des Congolais qui font des très, très grandes choses. Mais seulement, comme je dis, il faut qu'on ait une conscience, il faut qu'on se dise qu'on doit se battre pour notre pays. C'est tout. Qu'est-ce qui fait que on compte aujourd'hui plus de 10-15 millions de morts. Et quand on regarde l'actualité aujourd'hui avec la Palestine, il y a quelques milliers de morts, une dizaine de milliers de morts. Et tous les projecteurs sont braqués là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas de nous? Parce que nous sommes trop petits pour imposer la tristesse de notre deuil, ou bien c'est parce que nous sommes tellement inconscients, on préfère aller danser qu'aller mobiliser sur la tristesse de notre deuil. Qu'est-ce qui fait tout cela? Vous savez, moi je suis généralement contre l'échelon de souffrance et la comparaison des souffrances en fait. Pour moi, une souffrance, c'est une souffrance. Un deuil, c'est un deuil. C'est-à-dire, je vois mal deux personnes échanger en disant « j'ai plus de deuil que toi, tu as plus de deuil que moi ». Ça n'a aucun sens. C'est un débat stérile en fait. Les problèmes géopolitiques, c'est-à-dire que les pays en voie de développement, les pays développés et les pays sous-développés, il y a un contraste en fait dans tous les domaines en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque quelque chose se passe en Afrique ou lorsque quelque chose se passe dans le tiers-monde, on a toujours l'impression que c'est pas plus important. Je dis on a, mais je ne parle pas de nous, je parle de l'Occident. Ça, c'est un combat qu'on mène aussi à côté. Parce que le combat qu'on mène à côté, c'est le combat d'exister, mais pas d'exister à travers le regard de quelqu'un. Exister en tant que peuple. Exister en tant que peuple, c'est être fier de ses valeurs, c'est combattre pour son peuple. D'ailleurs, au passage, je salue l'attitude des Wazalendo qui se battent du côté de l'Est du Congo, qui sont d'ailleurs soutenus aussi par le gouvernement en soi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la souffrance du peuple palestinien, je l'entends. La souffrance d'Israël, je l'entends. La souffrance du Congo, je l'entends. La souffrance du Soudan, je l'entends. La souffrance du Libéria, je l'entends. Mais seulement, tout ça a bien une raison. Aujourd'hui, s'il y a encore toutes ces souffrances, il y a encore tous ces clivages, c'est à cause des guerres, c'est à cause des biens, c'est à cause des matières premières. C'est vraiment un combat, une guerre géopolitique. Maintenant, je ne dirais pas que j'ai besoin, moi, aujourd'hui, en tant que Congolais, que TF1 puisse dire « Ah, tiens, il y a une guerre au Congo » pour être conscient qu'il y a une guerre au Congo. Non, on doit, nous-mêmes, dans notre mentalité, éteindre, effacer le fait qu'il faut qu'on soit validé ou il faut qu'on parle de nous quelque part pour que notre cause soit entendue. Non. On connaît notre cause, on doit se battre pour ça, c'est tout. Vous avez dit que la guerre au Congo, c'est à cause des matières premières, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous, avec votre costume de politicien aujourd'hui, avec vos chaussures de politicien aujourd'hui, oui. 3 décisions stratégiques pour sortir le Congo de cette situation. La situation de guerre ou de sortir des guerres et de développement, des sous-développements. D'accord. Ma première... Parce que tout est lié au Congo. Oui, les matières premières, les développements, la guerre exactement. Et ainsi de suite. Économiquement parlant, je disais que le Congolais va s'en sortir aujourd'hui par l'entrepreneuriat. Personnellement, ça fait partie de mon programme. Ça fait partie des choses sur lesquelles on se bat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire faire des Uber... Non, l'entrepreneuriat, il ne faut pas limiter ça à ça. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre, c'est le fait d'avoir une idée, d'aller vers l'avant et de ne pas abandonner. Parce que... mais le problème, je vous coupe. Oui. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat au niveau individuel
on ne fera jamais des monstres comme Google, on ne fera jamais des monstres comme Facebook. Non, après là, vous allez sur un autre débat. Oui. Parce que si vous allez sur... parce que le développement est lié à l'industrie. Oui, non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce que si vous allez sur l'exemple que vous avez donné de Steve Jobs ou de Google ou de Facebook, c'est des étudiants en fait qui ont eu des idées de génie à qui on a fait confiance et qui ont cru en eux-mêmes en fait. Maintenant, ce que je voulais dire par là... C'était juste pour dire que toutes ces entreprises-là ont fonctionné parce qu'il y avait aussi l'appui la politique, l'appui de leurs États. Mais avant, ce n'étaient pas des entreprises, c'était des idées. Oui. Maintenant, ces idées-là, c'est ce qu'on dit, ces idées-là, elles sont humaines, il faut avoir une conviction. Parce que si tu es dans un pays où on te dit que si tu n'es pas avocat, tu n'es pas quelqu'un, si tu es dans un pays où on te dit si tu n'es pas médecin, ça ne sert à rien ce que tu fais, si tu es dans un pays où on te dit que le bureaucrate, parce qu'il parle français, est plus intelligent que toi, eh ben, tu n'auras même pas le temps de réfléchir à l'entrepreneuriat. Donc, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, nous, on vient déjà avec un mouvement d'idées. On vient déjà dire à ce jeune qui me regarde ou ce jeune qui nous regarde à travers cette émission, lui dire que il faut déjà que tu y crois. Lorsque tu crois à quelque chose, tu peux avoir les aides nécessaires ou les apports. J'étais avec le ministre Eustache de l'entrepreneuriat lorsque j'étais au Congo. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il y a un ministère qui est le ministère de l'entrepreneuriat. Il y a des fonds. Il y a plus de 57 ministres. Mais non, je vous parle du ministère. Il y a un ministère, il y a un ministère qui s'occupe des entreprises et qui s'occupe aussi de l'entrepreneuriat. Il y a un ministère auquel l'État affecte des fonds pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Donc, mais lorsque le Congolais lambda n'a pas la connaissance de toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait un éveil de conscience. Et c'est pour ça que moi, je parlais déjà dans un premier temps. Il faut que nous, on ramène cet éveil de conscience déjà dans l'entrepreneuriat. Deuxième position, les infrastructures. Les infrastructures, c'est très important. Les routes. Un pays qui n'a pas de route n'a pas de connexion avec d'autres pays, n'a pas de connexion avec ses régions. Sachant que dans nos régions, nous avons des régions qui ont des matières premières, nous avons des régions qui ont de la nourriture, tout simplement. Nous avons des terres qu'on peut exploiter. Nous avons des agriculteurs, nous avons de l'agriculture, nous avons tout type des choses qui peuvent faire évoluer le pays. Donc, lorsque les infrastructures vont être mises en place, les connexions vont être faites dans notre pays, on va déjà avancer dans un premier temps. Deuxième temps, on revient sur la sécurité. C'est-à-dire qu'un pays doit être autoritaire, autonome. Un pays doit sécuriser ses frontières. Un pays doit avoir une armée qui tienne la route, pas une armée de façade. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas tout le temps demander à la MONUSCO de venir nous aider. On ne va pas tout le temps demander à la CEDEAO. Parlant de la MONUSCO, il faut qu'ils partent ou il faut qu'ils restent? Mais je ne sais pas si vous êtes au courant des infos, ils sont en train de partir. D'accord. Ils sont en train de partir. Donc le président a décidé qu'il devait partir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, on veut cette autonomie. On veut que l'armée congolaise, que les Congolais eux-mêmes déjà puissent garantir leur sécurité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai parlé des Wazalendo qui sont soutenus par le gouvernement. Wazalendo, c'est des groupes armés, quoi. C'est un groupe armé, mais non, c'est vous et moi, en fait. C'est pas des groupes armés, c'est vous et moi. C'est-à-dire que lorsque l'intégrité d'un pays... Je me rappelle, à un moment, le feu Mzee Kabila, il avait une phrase qui disait de se prendre en charge. Lorsqu'on a eu les rebelles burundais et rwandais, ougandais, il a dit à tout le monde, prenez-vous en charge. Ça fait partie de l'intégrité de notre pays. Lorsque le Congolais comprend ça, ça crée des Wazalendo. Wazalendo, ça peut être vous, ça peut être moi. C'est-à-dire lorsqu'on décide, nous, en tant qu'hommes, de ne plus se laisser faire, déjà, on est dans un processus où on a nommé le mot du Congo. C'est-à-dire on a nommé les personnes qui attaquent le Congo. On les connaît. Donc aujourd'hui, on peut sécuriser. Si notre pays est sécurisé, si on arrive à avoir une armée qui tienne la route, on peut prétendre aujourd'hui au développement. Et troisième stratégie, vous avez parlé des entrepreneuriats. L'éducation. D'accord. L'éducation, c'est la base. Ouais. L'éducation, c'est la base. Plus on a des élèves, des gens instruits, plus on a des personnes qui peuvent avoir cette facilité d'accès à l'instruction ou à l'éducation, on élève notre peuple, en fait. On élève la connaissance.
Vous voyez, Socrate a dit cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis. Donc, lorsque quelqu'un va commencer à se mettre, lorsque le peuple va se mettre à réfléchir, le peuple va commencer à pousser son raisonnement. Je ne dis pas que le peuple est sous-éduqué. Nuance. Je dis que si 90% de la population a accès à l'éducation, accès à l'école, accès à des choses qui vont élever l'esprit, ça va nous permettre aussi de voir les choses différemment. D'accord. Tout à l'heure, malheureusement ou heureusement, vous avez montré votre carte de lecteur. Oui. Je vous soupçonnais plutôt d'être français. Ah, mais vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas de preuve. Ce que je vais dire par non, ce que je vais dire par là, dans notre pays, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'avoir la double nationalité. C'était justement ça ma question. Voilà. Ouais. Donc je vais atterrir dessus parce que lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi est venu pour sa première fois en France, je faisais partie de la première génération, des premières personnes qui ont organisé aussi sa venue ici à Paris, à Porte de la Villette. Avec l'ASBL de Fachi, on avait organisé, je faisais partie de cette organisation où il y a eu des échanges. Donc, la première des choses qui avait été demandée par la diaspora, c'était la double nationalité. C'était la double nationalité. La deuxième des choses, c'était qu'on demandait à ce que on puisse nous faciliter le retour. La troisième des choses qu'on avait demandé, c'était aussi qu'au niveau des taxes, qu'il y ait moins de taxes, que le Quinois puisse, le Congolais de France, de Danemark, puisse repartir dans son pays sans avoir de tracas. Et l'une des raisons, l'une des demandes aussi qui avait été évoquée, puisque j'ai quand même participé à toutes ces réflexions-là, c'était de donner la chance aux jeunes de repartir au pays et de monter des entreprises. Les jeunes sont repartis au pays, ils ont monté des entreprises. Je les ai rencontrés lorsque j'étais à Kinshasa. J'ai rencontré des jeunes entrepreneurs qui ont tout laissé ici, qui sont partis à Kinshasa, qui ont monté des entreprises et des entreprises qui fonctionnent, qui ont bien Il y en a pas mal qui reviennent aussi. Oui, dans toute chose, il y en a qui abandonnent. Mais moi, je vous parle de ceux que j'ai rencontrés, de ceux avec qui j'ai échangé et que on va dire, leur expérience s'est très bien passée. Le président a eu à mettre ça en place. On avait eu le problème de visa. Donc, lorsqu'on était français, lorsqu'on était belge, il fallait aller à l'ambassade pour demander un visa. C'était tout un tracas, il fallait aller sur Internet et tout ça. Et aujourd'hui, vous pouvez retourner au Congo, à l'aéroport, on vous donne un visa pour rentrer, lorsque vous avez la double nationalité. Non, mais il n'y a pas de double nationalité. Parce que si vous avez la nationalité étrangère... Lorsque vous avez la nationalité étrangère, vous êtes d'origine congolaise. Mais le visa est de 1 mois seulement. Le visa est de 1 mois, mais vous pouvez prolonger. Mais déjà, c'est une évolution. Parlons des choses qui font évoluer. C'est-à-dire que c'est des demandes qu'on a eu à faire. On a demandé à ce que la diaspora puisse voter aujourd'hui, puisse être en mesure d'aller à l'ambassade voter. C'est quelque chose qui n'existe pas. Dans l'autre régime, dans le régime d'avant, on ne pouvait pas voter. Mais la diaspora peut voter aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai montré ma carte d'électeur. Maintenant, c'est un chantier. Dans ce chantier-là, dans l'une de nos demandes, on a aussi demandé que la double nationalité soit reconnue par la Constitution. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la double nationalité avait été... la nationalité congolaise est exclusive. Pourquoi? Parce que lorsque le feu président Mobutu, à l'époque où on était en conflit avec le Rwanda, le Burundi, dans ce souci de garder l'intégrité du pays, comme on ne savait pas faire la différence, on a gardé la nationalité congolaise exclusive. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Beaucoup de personnes ont eu à faire des études ici, beaucoup de personnes peuvent apporter des choses et le président actuel l'a compris. Et la demande est au Parlement pour qu'on puisse bénéficier maintenant de la double nationalité, en espérant que avec son nouveau mandat, il va accorder cette demande. Et d'ailleurs, moi-même, je suis un militant de la diaspora. Je me positionne moi-même en tant qu'ambassadeur de la diaspora, justement, pour porter ces idées haut. Et le poste du président de la République réservé aux Congolais des pères et des mères, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah non, je suis pas... Ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Moi, personnellement, c'est la loi Siani dont vous parlez. Ouais. Non, je suis contre cette loi. Je suis contre cette loi parce que j'estime que c'est pas la nationalité. Même si c'est vrai que pour les postes régaliens, comme on le dit, il faut qu'on soit 100% congolais. Mais moi, j'ai vu des 100% congolais à des postes régaliens qui ont tout simplement mal géré le pays. J'ai vu comme vous dites, l'expression que vous avez utilisée, ceux qui ne sont pas congolais, de père et de mère, faire des choses que des Congolais de père et de mère n'ont jamais pu faire. Dans le pays dans lequel nous sommes, nous avons eu un président, Monsieur Nicolas Sarkozy. On peut pas comparer un pays comme la France à un pays comme le Congo en termes de démocratie, en termes de stabilité, en termes des sécurités, en termes de contrôle. On ne peut pas aussi dans un raisonnement sectoriser un raisonnement. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir une position ou se positionner dans un raisonnement, tu dois regarder ce qu'il y a autour de toi. Je donne l'exemple du président Sarkozy, qui lui était hongrois. Il s'est battu corps et âme pour les intérêts de la France. C'est-à-dire que pour moi, j'estime que qui est congolais? Qu'est-ce qui définit être congolais? C'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire que qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui fait de vous un Congolais plus que moi? Est-ce que vous n'êtes pas victime de votre situation sociale, de votre environnement? C'est-à-dire? Parce que vous vivez en France, vous prenez l'exemple des... Je suis pas né en France. Oui, mais vous vivez en France. Mais moi, je ne suis pas né en France. Oui, mais vous vivez en France. Oui. Vous prenez l'exemple de la France. Oui. En citant Sarkozy. Oui. Mais si vous allez au Gabon, par exemple, oui, le poste du président de la République est réservé aux Gabonais des souches jusqu'à la 4e génération. Mais pourquoi? Jusqu'à la 4e. Pourquoi vous donnez l'exemple du Gabon? Parce qu'on peut comparer les Gabons au Congo. Ah, c'est deux pays qui sont comparables. On ne peut pas comparer la France et le Congo. Donc on peut comparer le Gabon au Congo. Pourquoi on peut comparer le Gabon au Congo puisque les deux sont des pays États souverains? Moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que qu'est-ce qui vous... Non, j'ai dit juste parce que ce sont deux pays comparables en termes de sécurité, des démocraties. D'accord. Mais qu'est-ce qui motive la loi qui décrit le fait que parce qu'on est Congolais de père et de mère, que ça veut dire qu'on aura l'amour de son pays plus que celui qui ne l'est pas. Non, ce n'est pas question de l'amour. C'est question de quoi? Je ne suis pas pour la loi. Oui. J'essaie juste de faire l'avocat du diable. Maintenant, si vous n'êtes pas... j'ai fait juste l'avocat du diable. Oui. C'est-à-dire quoi? Je suis Congolais, mais je suis aussi, par exemple, Rwandais. Oui, d'accord. Beaucoup plus simple. Je suis Congolais et Rwandais en même temps. Face aux intérêts vitaux d'un pays. Je parle bien des intérêts vitaux. Je choisirais quoi? Est-ce que vous n'allez pas vendre une information qui sera par la suite préjudiciable à l'État dont vous dirigez? Juste vendre une information, parce qu'on sait qu'il y a de l'espionnage dans tous les niveaux. Mais on en est là par rapport à ce raisonnement. Oui. Et ce raisonnement, je le trouve archaïque. On en est là par rapport à ce raisonnement. C'est ce raisonnement qui fait que la nationalité congolaise est inclusive. On ne peut pas avoir une autre nationalité lorsqu'on est congolais. C'est à cause de ce raisonnement-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un monde qui... Mais le raisonnement en question n'est pas banal. Non, il n'est pas banal, mais vous avez dit vous-même, vous faites l'avocat du... Vous avez cité l'exemple de la France. J'ai pas encore cité l'exemple de la Chine. Vous avez dit tout à l'heure que vous faites l'avocat du diable. Oui. Donc, si vous faites l'avocat du diable, et que si vous voulez des exemples, moi, je peux vous remonter des exemples qui est de notre propre pays. Qu'est-ce que l'on disait sur le fait président Mobutu? Je ne sais pas si vous êtes congolais. Qu'il n'était pas congolais? Qu'il était quoi? Centrafricain ou togolais. Voilà, exactement. Donc, ça ne l'a pas empêché de prôner l'amour de son pays ou de travailler pour son pays. Moi, c'est aussi peut-être parce que le Congo, les aïeux s'est retrouvé oui, c'est possible aussi. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez me donner le nom? Bon, après, ce que je veux vous dire par là, c'est que on a eu un ministre qui s'appelait Kengo Adondo. Vous l'avez connu? Oui. Kengo Adondo, il fait partie des ministres qui ont le plus perduré dans cette primature que tous les autres ministres qui sont passés. Il a eu à diriger le pays d'une main de fer et aujourd'hui, il est reconnu en tant que tel sénateur. Voilà. Donc, il n'est pas à 100% congolais.
Vous m'avez parlé de plusieurs personnes. Pourquoi vous avez cité Kengwa Dondo? Je vous ai cité Kengwa Dondo parce que je trouvais que d'une main de fer, il a pu tenir le pays. D'une main de fer, il a pu sortir les pays dans certaines situations de crise aussi. Après, c'est à débattre. Après, c'est un avis. Oui, après, c'est un avis. Et quand le Congo s'est retrouvé dans une situation compliquée, il s'est exilé en disant... Oui, non, mais après, ce que je vais dire, c'est un avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que vous puissiez comprendre, pour résumer ce qu'on est en train de dire, que la restructuration du pays, la restructuration du Congo, l'élévation du Congo viendra par ces enfants. Ces enfants doivent en eux avoir l'amour du pays, l'amour de la patrie. Et l'amour de la patrie n'a pas de couleur, l'amour de la patrie n'a pas de tribu. L'amour de la patrie, lorsqu'on aime un pays, lorsqu'on a choisi un pays, il y a des choses qui définissent être congolais. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on n'a même pas une définition de qui est congolais, qui ne l'est pas. Il y a des définitions, mais c'est discutable. Oui, c'est discutable, mais aujourd'hui, le Congolais de base n'a pas de carte d'identité. Ça n'existe pas. Un Congolais n'a pas de carte d'identité. C'est-à-dire que même moi, je peux dire aujourd'hui... Ils ont une carte d'électeur. Non, mais la carte de lecteur... la carte de lecteur n'est pas une carte d'identité. Donc, c'est pour vous dire que le Congolais utilise son passeport comme carte d'identité. Mais c'est pour vous dire quoi? Par là, on doit nous-mêmes déjà avoir des grandes réflexions sur définir qu'est-ce que c'est la Congolais, qu'est-ce que c'est le fait d'être Congolais. Déjà, on n'a pas réussi à définir c'est qui un Congolais, et puis accepter que les autres viennent diriger un pays. Non, mais accepter que les autres viennent diriger, nous n'avons pas défini ce que c'est un Congolais. Donc, nous ne savons même pas ceux qui disent qu'ils sont Congolais s'ils le sont vraiment. Donc, nous ne savons même pas ceux qui disent de père et de mère. Comment on va remonter de père et de mère? On n'a pas de carte d'identité. Et encore, si vous me parlez des infrastructures, de tout ce qui est documents, moi et vous, on sait très bien que remonter les documents, remonter les origines, c'est comme poser une question à quelqu'un qui se base sur les traditions orales. C'est des choses qui se perdent au fur et à mesure. Aujourd'hui, on doit faire une politique sérieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit croire au fait que le Congo se définit en un seul peuple. Le Congo s'est défini en un seul pays. On est tous sous la bannière de la démocratie, sous la bannière du drapeau, sous la bannière de notre hymne national. C'est-à-dire que celui qui a ses valeurs républicaines peut dire qu'il est congolais. Mais si on n'a pas ces valeurs républicaines, que l'on soit de père et de mère, l'on n'est pas congolais. Si moi je vole mon peuple, je suis congolais de père et de mère, mais moi je gagne 100 000 euros alors que le Congolais de base gagne 10 euros, non. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que on peut se sentir congolais et on peut le devenir. Et si on peut le devenir, on peut occuper des postes régaliens. Tout à l'heure, je disais, est-ce que vous n'êtes pas victime de votre condition sociale? Je ne suis pas victime de ma condition sociale parce que ma condition sociale, vous ne la connaissez pas totalement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, je vis en France, mais vous ne savez pas si je vis totalement en France. On arrive quand même à faire la lecture sur vos idées. On arrive quand même à faire la lecture sur votre façon de voir les choses. Vous avez une vision assez mondialisée, une vision assez universalisée. Bien sûr, en quelque sorte un citoyen du monde. Bien sûr, je prône même cette vision parce que je suis citoyen du monde. C'est exactement ça qui fait que des pays tels que le Congo n'avancent pas. Non, le pays tel que le Congo, faut pas... Pourquoi? Parce que dans cette vision universaliste et dans cette vision mondialiste, on vous parle de la circulation des biens et des marchandises. Mais quand on arrive à la circulation des êtres humains comme vous et moi, ce n'est pas possible. Ok, ça c'est une réflexion, c'est votre avis. Ce n'est pas mon avis, c'est factuel. Non, c'est pas factuel, c'est une réflexion. Moi, je considère que... Et tous ces mondes qui meurent, dans l'océan ou dans la mer, c'est que mon avis. Moi, je considère que on est citoyen du monde. Il ne faut pas sectoriser le Congo. Sectoriser le Congo, c'est minimiser le Congo. Je ne sectorise pas le Congo, je sectorise tous ces pays. Je vous ai laissé donner vos arguments. Il ne faut pas sectoriser le Congo. Le Congo, aujourd'hui, fait partie du monde. Le Congo, aujourd'hui, est dans une phase d'ascension. Le Congo, aujourd'hui, cherche à se positionner mondialement. Le Congo, aujourd'hui, est le thermomètre du monde. Je vous explique.
Aujourd'hui, lorsque vous utilisez votre téléphone, vous l'utilisez pourquoi? Parce que les matières premières, la plupart viennent du Congo. C'est-à-dire que le monde a un regard sur le Congo. Le Congo a un regard sur le monde. Non, mais le monde a un regard sur le Congo. Le monde ne fait que piétiner les Congos. Oui, ça c'est votre avis, encore une fois. Le monde ne fait que piétiner le Congo. Ok, d'accord. Mais le Congo a ses enfants qui essayent de se relever justement pour aller de l'avant. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, aujourd'hui, le Congo fait partie de ce monde. Le Congo fait partie d'une géopolitique. Le Congo fait partie d'une géostratégie. Le Congo, stratégiquement parlant, est le point culminant des décisions de ce monde, en fait. C'est-à-dire que le Congo ne peut pas se mettre à l'écart. Le Congo ne peut pas être sectorisé. Et si le Congo n'est pas sectorisé, le peuple congolais ne devrait pas réfléchir en minima. Le peuple congolais doit toujours réfléchir en se voyant plus grand, en ayant des plus grandes idées, en ayant de plus grandes pensées, en allant de plus en plus loin, parce qu'aujourd'hui, la mondialisation passera aussi par le Congo. Mais ça passe déjà par les Congos. Voilà, mais ça passe par le Congo. Mais ça a toujours passé par les Congos. Il y a un écrivain, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Ikoli Jean Bofane. Oui. Il a écrit dans ses livres où il explique très bien comment le Congo est considéré. Bon, on le sait tous, mais comment il explique que le Congo est considéré comme étant un marché. Un marché, oui. Ça a commencé avec les caoutchoucs, où on coupait les mains, exactement. Et c'est parti avec l'uranium. Oui. C'est parti avec l'uranium et avec les cuivres, les cobalt, aujourd'hui les coltans. Pour les autres, pour les Occidentaux, pour les puissances, ils ont toujours considéré que le Congo est un marché où ils doivent venir se servir. Oui, vous dites qu'ils ont toujours considéré, mais le Congo n'est pas un marché où il faut se servir. Le Congo a un peuple qui est autonome et souverain. Mais ça, c'est ce que vous voyez. Oui, ça, c'est ma vision. Oui. C'est-à-dire que pour moi, dans la vision, justement, moi, je ne suis pas dans la vision défaitiste. Moi, je suis dans une vision où le peuple congolais doit se prendre en main. Le peuple congolais, je vous ai dit tout à l'heure, on a 95% d'exportation, mais on en profite peut-être de 20%. C'est-à-dire que le peuple congolais doit reprendre ses terres, doit reprendre ses marchés, doit reprendre ce qui lui appartient. Mais ça commence par l'éveil des consciences. Et l'éveil de conscience, lorsqu'on se positionne comme citoyen du monde, on sait ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui se passe ailleurs, on sait comment contrecarrer tous ces plans. Façon, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que on a toujours une opinion qui est différente lorsqu'on est à l'extérieur que lorsqu'on est à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que lorsqu'on est à l'extérieur, lorsque vous vous positionnez en dehors d'un stade, vous avez une possibilité de voir certains défauts, certaines forces aussi. Lorsque vous êtes à l'intérieur, vous pouvez subir au fait la conjoncture et ne pas vous hisser aussi au niveau de la projection pour le mot m'échappe, mais ce que je veux dire par là, vous décoller un peu de la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une réalité, tout à l'heure je vous ai dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire lorsqu'on est dans une réalité, on peut ne pas ni prendre les bonnes décisions, ni choisir les bonnes voies pour les bonnes causes. Lorsque une guerre, par exemple à l'Est, vous m'avez posé la question tout à l'heure en me demandant, mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Pourquoi nous on organise des marches, pourquoi on est là à chercher des solutions pour qu'on puisse avoir le regard sur ce qui se passe à l'Est. Mais peut-être même on ira à l'Est, on va trouver des gens dans une fête ou marchant, se promenant, peut-être trouvant la situation normale. Mais nous, de l'extérieur, on peut se dire que non, c'est pas anormal. Lorsqu'on est à l'extérieur, on a toujours un regard différent. Et ce regard différent-là ne doit pas que se limiter au niveau du regard. On doit le positionner en action. Et c'est dans ces actions-là que je dis, aujourd'hui, vous et moi, ou peuple de la diaspora, ou Congolais de l'étranger, avons accès aux technologies, avons accès à l'enseignement, avons accès à des connaissances, avons accès même à certaines réunions où sont prises certaines décisions. Donc nous, on peut être cette goutte qui va faire impacter les choses. C'est pour ça que moi, je le dis et je le redis, je milite pour que la diaspora reprenne sa place numéro 1 et reparte dans le pays pour ça veut dire apporter. Quoi, sa place numéro 1 ? Sa place numéro 1 pour moi, c'est que la diaspora est une valeur ajoutée. C'est-à-dire dans toutes les histoires du monde, qu'elles soient bibliques,
qu'elle soit mythologique, vous verrez que l'éveil est toujours venu de l'extérieur. D'accord. L'éveil, et je veux même vous choquer, vous disant que lorsque dans une histoire biblique, il y a eu une libération, la libération est venue de l'extérieur. Je peux vous donner l'exemple de Joseph et tout ça. C'est-à-dire que de l'extérieur viendra toujours une force en fait. Et cette force-là, faut juste pas que le Congolais puisse la synthétiser en musique, en danse, en regroupement, en Eldorado. Non, l'Europe n'est pas l'Eldorado. L'Europe est un bastion pour prendre de la force, pour réfléchir à une nouvelle façon d'aborder les choses, pour moi. D'accord. On arrive, on tend vers la fin, je sais pas. Vous avez fait vos études ici. Oui. Parce que quand je regarde aussi dans la réflexion, est-ce que lorsqu'on fait ces études ici et qu'on va là-bas en Afrique, au Congo par exemple, pour aller changer les choses, on change les choses et puis parfois les priorités c'est faire voter une loi pour l'homosexualité. Est-ce qu'on n'est pas un peu biaisé dans les raisonnements, dans la réflexion, dans la logique par rapport aux priorités? Non, par rapport aux priorités, il faut faire une étude de terrain. Lorsqu'on a des priorités, il faut faire une étude sur le terrain. Il faut y aller. Il faut aller sur place. On ne peut pas être à l'extérieur et prôner le Congo en regardant sur Internet. On ne peut pas être à l'extérieur et se dire que je suis meilleur que les autres en n'ayant rien fait au Congo. Il faut y aller. Lorsqu'on y va, on se rend compte de la situation. Et de cette situation, on peut évaluer et savoir que peut être notre apport en fait. Donc c'est ce que je voulais dire, parce que je veux dire par là, c'est que on ne doit pas arriver en concurrent, non. On doit arriver en tant que citoyen lambda qui a quelque chose à apporter. Moi personnellement, pour ma part, je demanderais juste à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, toutes les personnes qui ont des idées, toutes les personnes qui peuvent apporter leur soutien, leur réflexion, de ne pas se mettre des barrières en fait. Le Congo a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient de l'intérieur, qu'ils soient des provinces, qu'ils soient de la capitale. Le Congo, pour gagner dans cette mondialisation, a besoin de tous ses enfants. L'unité, 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 pas de tribalisme, pas de secteur, mais un seul peuple, le peuple congolais. Donc c'est ça le mot d'ordre en fait. Le mot d'ordre c'est si tu es congolais, rentre chez toi, apporte-y quelque chose, soit une valeur ajoutée. D'accord. Et parce qu'on arrive déjà à la fin là, je ne sais pas si vous avez un conseil pour tous ceux qui iront voter. Moi j'ai un conseil pour tous ceux qui iront voter. Votez quelqu'un qui représente, votez une personne qui a des valeurs. Votez une personne qui a de la connaissance. Votez un projet. Ne votez pas un individu. Votez un projet. On peut voter un projet et puis à la fin, les projets ne sont pas réalisés. Ben, c'est le principe du poker. C'est le principe du poker. On mise sur le cheval qu'on espère qu'il va gagner. Mais si le cheval a mal au ventre, il ne te dira pas qu'il a mal au ventre. Si le cheval en chemin n'y arrive pas, voilà. Mais justement, la seule garantie qu'on a, c'est votons pour un projet. Ne votons pas pour un individu parce qu'il vous a acheté des t-shirts. Ne votez pas pour un individu parce qu'il vous a donné du riz à manger. Comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Non, votez pour quelqu'un qui va garantir et pérenniser les bonnes choses, les bonnes valeurs. Votez aussi pour les compétences. Bien sûr. Bah justement, le projet, pour avoir un bon projet, il faut avoir les compétences pour. Pour avoir un bon projet, il faut avoir les valeurs pour. Donc pour moi, votez, valeurs, projet, comme vous l'avez si bien dit, compétences. Votez pour un candidat. Et les compétences, c'est Tshisekedi. Ah, les compétences. Donc vous avez déjà votre. Non, je pose vous avez une déjà question. votre. Non, c'est une question. Mais justement. Je demande, est-ce que les compétences, c'est Tshisekedi? Non, mais vu que si on regarde sur les 24 candidats. Non, mais vu que vous l'avez cité, c'est que quelque part dans votre tête, vous parce estimez. que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes dans cette. Ah non, mais moi, vous m'avez demandé de lancer un message général. Ouais.
Je lance un message général, mais je ne peux pas imposer mon vote. Moi, ce que je voulais dire par là, je vous ai cité depuis que j'étais là, j'ai cité 2 candidats, moi. J'ai trouvé que M. Tshisekedi, je trouve qu'il est cohérent, moi, personnellement. Après, revenir sur sa politique, on y passera des heures. Je trouve que c'est quelqu'un de cohérent. Je trouvais, par ses valeurs, par sa manière de voir les choses, le pasteur Ngalassi, je le trouve aussi cohérent. Le docteur Mukwege, je trouve qu'il a été un prix Nobel. C'est quelqu'un qui a prouvé son amour pour le Congo. Je le trouve cohérent. Maintenant, il y a des candidats que je vous ai dit que je ne trouvais pas cohérents. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, mais pour inciter les gens, j'inciterai les gens à voter pour un projet, pas pour un individu. Si le projet, c'est Fachi, ok, Fachi béton. Si le projet, c'est le pasteur Ngalassi, on y va. Si le projet, c'est Monsieur Fayoulou, ok. Mais votez un projet. D'accord. 3 livres à conseiller pour ceux qui nous regardent. Non, 3 livres peut-être pas. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est la controverse de Valladolid. Je vous incite à allez-y, ceux qui vont regarder, tapez sur Google, controverse de Valladolid. C'est un livre qui parle du regard des autres. Les regards que les autres ont sur vous, ça parle de la colonisation, ça parle de lorsque les colons sont arrivés en Amérique, en fait, lorsqu'ils ont colonisé les Amérindiens et il y a eu un procès par rapport à ça. Ce livre parle de ça. Vous allez voir que 2 fois, le regard de l'autre peut nous enseigner, en fait. Donc, c'est le livre que je conseille. Et il y a aussi un dictionnaire que j'aime bien lire pour les Congolais, dictionnaire Lingala français. Hein, ceux qui aiment... Ceux qui veulent apprendre. Il y a un dictionnaire Lingala français. Mon fils ne savait pas parler Lingala. Avec ce dictionnaire, il a beaucoup appris. D'accord. Et c'est très important. D'accord. On est arrivé à la fin. Yannick Kazongo, merci d'être venu. Moi, je vous remercie aussi. Et merci à tout le monde. Est-ce que je peux saluer des gens? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Donc, au passage, je salue d'abord Michel Quinoa, Béatrice Malandé, je vous salue. Je salue toutes les personnes qui m'accompagnent au quotidien. Je salue toutes les personnes qui croient en nous. Et je salue toutes les personnes aussi que j'ai rencontrées à Kinshasa. Et je salue aussi M. Henri Kazongo qui nous regarde. Je salue toutes ces personnes et un seul mot, voter un projet. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci à vous.